Est-ce que vous avez déjà entendu parler de communication non violente? Moi, c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisé il y a quelques années, que je trouve extrêmement intéressant parce que je suis une personne qui peut être trop gentille et donc qui accumule parfois de la frustration qui, par conséquent, peut exploser et pas de la meilleure manière. Donc, j'ai décidé de recevoir Thomas Dazambourg, qui est quelqu'un qui a fait des formations très poussé sur le sujet et qui aujourd'hui accompagne énormément de personnes sur la communication non violente, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc je vous laisse avec cette conversation très douce, vous allez pouvoir voir, écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc on s'est rencontrés chez My Little Paris il y a un petit moment où vous aviez fait une conférence sur la communication non violente. Et comme je vous l'expliquais, on discutait juste à l'instant, moi j'ai l'association que dans la société en ce moment, il y a justement pas mal de violence dans les échanges. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle ensemble de la communication non violente qui, à mon avis, est nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les principes de la communication non violente, et aussi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous êtes allé vers ce domaine-là en particulier? Je suis allé vers ce domaine parce que j'étais avocat dans l'intention d'aider les gens à traverser les conflits, et je mesurais, en travaillant beaucoup à accompagner les gens dans les conflits, que la plupart du temps les conflits sont le fruit de malentendus, et que les malentendus sont fruits d'une combinaison de mal exprimés, mal écoutés, et que donc nous ferions l'économie de bien des tensions si nous apprenions à bien nous exprimer, et ce qui veut dire donc bien se comprendre, et bien écouter l'autre, ce qui veut dire bien comprendre l'autre, et que ces enjeux-là ne font pas partie de nos formations. Effectivement. Alors comment on fait pour d'abord peut-être, je sais pas si je sais pas ce qui est le plus important d'ailleurs entre bien s'exprimer et bien écouter. J'imagine qu'il faut d'abord bien écouter avant de bien s'exprimer, peut-être. Effectivement, je constate par la pratique que plus on écoute bien, plus on évite les conflits et les malentendus, et que c'est une pratique, ça s'apprend. Écouter la personne pas seulement dans ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit peut être maladroit et irritant dans la forme et dans le ton, mais écouter dans ce qu'elle vit, écouter la personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle aimerait arriver à dire si elle avait les mots, et favoriser cette mise en mots de ce que l'autre tente de dire. Et alors est-ce qu'il y a des techniques? Comment on fait ça? Comment on fait pour particulièrement, donc j'ai petit à petit quitté la profession d'avocat. Je me suis formé à différentes approches, dont celle que j'enseigne maintenant depuis bientôt 25 ans, qui s'appelle la communication non violente. J'ai eu la chance de me former avec son fondateur, Marshall Rosenberg, et c'est une approche qui nous invite à être vigilants, pas seulement aux mots, mais notamment aux mots, mais à la conscience dans laquelle nous rencontrons nous et nous rencontrons l'autre. Est-ce que je me rencontre ou est-ce que je rencontre l'autre dans une conscience de combat, d'hostilité, de rejet, de jugement, de catégorie, ou est-ce que je me rencontre dans une conscience d'ouverture, d'accueil parfois même frictionnant avec la différence, mais de bienveillance. Et ça change absolument complètement la façon d'être en lien. donc de comprendre comment on est nous vis-à-vis de l'autre? Oui, c'est ça, de s'observer soi-même. Ça demande un travail d'intériorité, de recul. Le mot intériorité peut peut-être faire un peu peur, mais l'intériorité, c'est simplement pouvoir s'observer, être un peu le spectateur de ce fonctionnement, et donc pouvoir s'interroger: pourquoi est-ce que je monte le ton? Pourquoi est-ce que je me sens agressé? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette attitude contre moi? Pourquoi est-ce que je projette des images d'ennemis sur l'autre, alors que peut-être juste on n'est pas d'accord et c'est pas très grave? Et donc observer son fonctionnement pour pouvoir démanteler des automatismes, des habitudes dans lesquelles nous pourrions être pris sans même le savoir. Est-ce que ça peut pas être lié, par exemple, à des névroses enfantines? Je pense notamment à la manière dont nos parents nous ont aimés. Ça peut avoir des impacts, parce que généralement, la manière dont nos parents nous aiment, c'est la manière dont on envisage que l'amour absolu est, sauf qu'il est souvent névrosé ou en tout cas imparfait. Est-ce que ça peut pas avoir des impacts sur notre communication et qu'on ne se rende même pas compte que, par exemple, on fait, je sais pas, une forme de communication violente? Ça peut être du passif-agressif, typiquement, qui est quelque chose qui est assez courant. Est-ce que ça peut pas être lié à ça? Et du coup, est-ce qu'il faut, par exemple, faire de la méditation pour avoir conscience de soi? Comment?
La méditation peut nous aider à créer un espace de recul. Toutefois, elle ne suffit pas à comprendre des mécanismes. Et nous pourrions être pris dans des mécanismes complexes. Le mot le dit, ce sont des complexes qui font une sorte de nœud de sentiments et de besoins en interaction autour d'une blessure fondamentale. Et ce complexe peut s'activer malgré nous à l'occasion d'une circonstance de la vie quotidienne. Par exemple, si j'ai eu l'impression de ne pas être reconnu dans ma différence, dans mon identité par mes parents, qui faisaient peut-être du mieux qu'ils pouvaient, mais toutefois, moi, je n'ai pas ressenti que j'étais accueilli dans mon identité, ou peut-être à l'école par les enseignants, etc. Eh bien, porte en moi une blessure de reconnaissance, de non-reconnaissance pour être plus précis, qui risque de s'activer, par exemple, dans une relation amicale ou de couple, où je prends vite contre moi une attitude où l'autre, au fond, s'occupe de lui, mais n'est pas forcément indifférent à moi, mais ne prend pas autant soin de moi que ce que j'aurais voulu. Et donc, ma blessure s'active et je pourrais tutoyer l'autre ou rudoyer l'autre en disant « tu me manques de reconnaissance, tu me reconnais pas, d'ailleurs tu ne m'aimes pas », simplement parce que moi j'ai une blessure dont je n'ai pas pris soin. Donc, c'est extrêmement précieux de faire ce nettoyage, j'appelle ça dans mon travail de l'hygiène psychique, comme je me nettoie en prenant une douche régulière, en changeant mes vêtements, en me rasant ou coiffant mes cheveux, etc. Eh bien, j'instaure dans ma vie une hygiène psychique pour avoir une qualité de relation beaucoup plus saine. Ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Donc il y a la méditation, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Par exemple, j'enseigne la communication non violente depuis des années et j'y ai trouvé moi un énorme secours. J'étais quelqu'un de beaucoup trop gentil qui avait du mal à indiquer des limites, à me poser, à bien me connaître, à savoir vers où aller. J'étais devenu un avocat qui faisait bien ce qu'il voulait, mais qui n'était pas vraiment sur son axe. Je savais pas me rencontrer. J'ai appris à me rencontrer grâce à cette approche qui donne l'occasion de créer du dialogue intérieur, du dialogue avec les différentes parties de soi, pour sentir de plus en plus que entre les différentes parties de nous qui peuvent par moments se chamailler, parfois se tirer la gueule, si vous me passez l'expression, eh bien nous pouvons trouver notre axe. Et que quand nous trouvons notre axe, waouh, la vie est infiniment plus belle, plus porteuse, plus généreuse, plus joyeuse. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon métier d'avocat pour devenir thérapeute et enseigner cette approche et aider les gens à apprendre à se connaître, à se centrer, parce que c'est là qu'on fait des citoyens joyeux qui rendent la vie collective plus intéressante. Et tout de suite, vous voyez la dimension citoyenne de ce travail sur soi. Bien sûr. Et alors, du coup, là, on parle de bien écouter l'autre et on parle aussi, vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez mentionné de bien s'exprimer. Est-ce que vous avez des exemples de comment on pourrait dire, de rétablissement de, par exemple, une mauvaise manière d'exprimer, par exemple, je trouve que tu fais ci ou que tu fais ça, versus j'ai la sensation que. Est-ce que vous avez des exemples comme ça d'exemples de la manière dont il faudrait se communiquer ou la manière dont on communique et qui, du coup, crée de la tension, crée du conflit? Oh, il y en a foison des exemples. Il y en a foison, bien sûr. Si je balance mais c'est pour que les personnes puissent à mon se collègue projeter. ou à mon conjoint, t'es toujours en retard, c'est pas la meilleure façon d'être écouté dans mon besoin. Évidemment, ça viendra assez habituellement sous la forme d'un reproche comme ça, surtout si ça s'est passé plusieurs fois. Mais j'ai plus de chances, pas toutes les chances, mais plus de chances d'être entendu. Si je dis à mon collègue dans l'équipe, écoute, quand tu arrives à 8h30 alors que le rendez-vous est à 8h, je suis contrarié parce que moi j'ai envie d'avancer dans le projet pour passer à autre chose. Est-ce que tu es d'accord de faire attention à être à l'heure? Il y a plus de chances que j'indique la raison pour laquelle je tiens à la ponctualité, en indiquant que c'est pour un objectif commun, que quand je fais un reproche ou une critique. Et ça, je demande à personne de me croire sur parole, mais de l'essayer, parce que j'ai pu voir dans ma vie combien simplement de faire des propositions qui sont claires, comme ça, qui ont du bon sens et qui ne sont pas teintées de critiques et de reproches, eh bien ça change significativement la dynamique. Et on revient à ce qu'on a dit un peu plus tôt, je suis dans un climat de bienveillance et non pas d'hostilité. Donc je ne vois pas l'autre comme un ennemi ou quelqu'un qui m'empêche, je vois quelqu'un qui va collaborer avec moi, mais dont j'aimerais qu'il collabore encore mieux. Et donc je le fais avec une intention bienveillante. Et c'est ça qui est souvent difficile, parce que nous avons une sorte de vieille habitude de vivre les rapports humains dès que ça va pas, dès qu'il y a une tension, comme des rapports de force. Nous sortons le gourdin de Cro-Magnon pour donner des grands coups de gourdin sur la tête de l'autre, ou bien nous nous replions dans notre grotte à l'abri en disant bon ça va, je m'en fous. Mais nous oublions de nous rencontrer et dans la rencontre de créer du nous. Nous sommes souvent piégés dans un je me moi, assez avide, parfois même égoïste, face à un tu-te-toi vécu comme hostile ou menaçant. Et on oublie de créer du nous. Or, c'est le nous qui fait nos vraies joies. Et d'ailleurs, si je me souviens bien de ce que vous disiez, vous aviez dit le tu-tu.
quelque part. Oui, c'est l'expression, et je pense, de Jacques Salomé, précurseur de ces approches de communication non violente, le tu qui tue, effectivement. Quand j'envoie un tu es égoïste, tu penses qu'à toi, eh bien ça coupe le lien, ça casse le lien, j'ai jugé, critiqué, l'autre ne veut plus m'écouter, ou il me ressort son gourdin en retour. Et donc, oui, plutôt que de dire tu es un égoïste, tu penses qu'à toi, ce serait plus simple de dire écoute, je me sens un peu seul ou fatigué et j'aurais besoin d'un peu d'aide, est-ce que tu es d'accord de m'aider? De nouveau, il y a plus de chances que l'autre m'aide, pas toutes les chances, si je lui fais une demande claire avec des besoins, plutôt qu'une critique. Et alors, je vais prendre des exemples parce que je trouve que, en fait, souvent quand on parle de communication non violente, j'ai l'association que les personnes ont du mal à saisir, dans leur cas précis, comment ils peuvent l'appliquer. Alors, si vous me permettez, je vais prendre quelques exemples. Typiquement, on parle beaucoup de charge mentale au domicile. Il y en a un qui fait plus que l'autre, souvent la femme. Comment on peut, par exemple, démêler ça quand un des conjoints, par exemple, ne fait pas autant ou ne fait pas assez, selon la personne qui l'expérimente, dans les tâches ménagères, par exemple? En se parlant régulièrement, la réponse est tellement simple que les gens n'y pensent pas. En faisant des points réguliers, en se donnant des entretiens. Comment se passe la vie pour toi? Comment tu te sens dans notre couple, dans notre maison, dans notre coloc? Est-ce que tu es à l'aise, tu es confortable? Est-ce que tu as des demandes à faire? Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu veux en parler? En se parlant des choses essentielles, comment est-ce qu'on vit ensemble? C'est surprenant dans mon travail, en tout cas je suis surpris de voir comme les gens se parlent pas. Ils accumulent des frustrations et tôt ou tard ça explose. Ça fait effet cocotte minute. Je rentre mes frustrations, je suis pas d'accord mais je le dis pas, je suis agacé mais je le dis pas, je dis oui alors que je pense non. J'accumule beaucoup de frustrations dans ma cocotte et un jour, il y en a marre, la cocotte explose. Ce serait tellement plus simple et écologique dans le sens de l'écologie de la relation que d'apprendre à dire les choses tout de suite en disant hop, attention, désaccord, je suis pas d'accord avec ça, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et nommer ce qui se passe. La non-violence, ce n'est pas la non-colère, c'est l'expression claire de la colère. Attends avant qu'elle n'explose. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, c'est l'affirmation déterminée de ce qu'on voudrait, dans l'écoute affirmative, si nécessaire, de ce que l'autre voudrait. Et ça prend cette façon d'être solidement ensemble, mais sans laisser s'accumuler des poches de frustration qui risquent de nous exploser en pleine figure. Parce qu'effectivement, quand on dit ça va et que l'autre répond ou comment s'est passée ta journée, que l'autre répond oui, ça va, ben, tu comprends, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais c'est pas ça dont vous parlez, c'est vraiment une conversation qui est beaucoup plus profonde, intense. Oui, merci d'évoquer ça, parce qu'il ne s'agit pas de juste de nommer le programme des choses à faire ou l'agenda des choses faites. C'est plus la qualité d'être. Souvent, dire oui, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est pas tant ça qu'on cherche, c'est comment tu t'es senti dans tout ça. Et particulièrement si l'on cohabite ou qu'on est en couple, bien sûr, comment tu te sens dans notre relation? Qu'est-ce qui t'enchante? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce qui manque au fond et que l'on pourrait co-créer? Et de nouveau, l'idée, c'est de créer du nous, qui est la troisième personne vivante dans toute relation. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et le nous est une personne aussi vivante que toi ou moi. Et il a besoin donc d'être entretenu, d'être nourri, d'être célébré ou d'être soigné par moments quand le nous va mal. Et alors, vous parliez tout à l'heure des frustrations. Moi, vous avez dit tout à l'heure, moi j'étais quelqu'un de trop gentil. Moi, j'ai aussi ce problème-là, quelque part. Et j'ai la sensation que justement, quand on est gentil, on prend énormément de frustration, c'est-à-dire oui mais moi je suis pas chiant, je suis gentil donc tu comprends, elle m'a demandé ci, oui il m'a demandé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et effectivement on ne se rend pas nécessairement compte qu'on accumule pendant ce temps-là de la frustration. Est-ce que c'est le lot entre guillemets des gens qui sont gentils d'être finalement cocotte minute, ou est-ce que c'est et dans ce cas-là oui, il faut qu'ils soient en conscience, vous avez expliqué comment on faisait. Est-ce que c'est le lot de d'autres personnes? Parce qu'il y a des gens qui savent très bien dire leur colère tout de suite. D'ailleurs, ils peuvent l'exprimer de manière un peu violente, pour le coup. Non? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème à exprimer la colère, je dirais, tout à trac, sans beaucoup de discernement, et ça cause souvent plus de souffrance et de peau cassée, de difficultés à rattraper les morceaux que d'avoir dit une colère posément, bienveillante, avec des demandes claires. Le risque, effectivement, dans l'attitude d'être trop gentil dont nous parlions, c'est d'accumuler et d'exploser à retardement. La cocotte explose, ou d'imploser à retardement. La cocotte implose. Et ça, c'est la dépression, c'est le burn-out et parfois la maladie. Beaucoup de médecines font des liens très clairs aujourd'hui entre les émotions qui sont refoulées et l'impact somatique. Et donc, ce sont des apprentissages à faire pour aller mieux que d'apprendre à dire, à mettre des limites, à dire non. Et une des façons
la plus commode pour apprendre à dire non, c'est de clarifier à quoi je dis oui quand je dis non, pour indiquer que j'honore aussi mes priorités. Pas seulement les priorités des autres, bien sûr, je ne cesse pas d'y être attentif, parce qu'on est des êtres conviviaux, et nous aimons être ensemble et faire plaisir, et nous aimons prendre soin, et nous aimons contribuer au bien-être des autres. Ce sont des besoins fondamentaux que nous avons comme êtres humains, mais nous avons aussi besoin de prendre soin de nous laisser du temps de repos, de ressourcement, du temps de vacation, du temps même d'oisiveté, du temps pour ne rien faire, en sorte de nous ressourcer. Et je parlais tout à l'heure de passif-agressif. J'ai l'impression que c'est un deuxième ennemi, ça, non? Enfin, j'ai la sensation que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez régulière, le passif-agressif, dont les gens ne se rendent même pas nécessairement compte. Ou, je ne sais pas si vous l'expérimentez beaucoup dans les personnes que vous recevez. Bien sûr, beaucoup de gens qui viennent se former à cette approche de communication non violente sont dans ce schéma-là. J'aime pas trop les étiquettes, mais enfin ça nous permet de comprendre un fonctionnement, d'être trop gentil trop longtemps et puis d'exploser. Et beaucoup de parents, par exemple, essayent de bien faire, sont généreux dans leur intention, font, mais oublient d'être. Et à un moment, il y en a marre, et qui s'en prend plein la figure, c'est l'enfant qui n'a pas compris et qui aurait peut-être eu besoin d'être prévenu à temps que son parent a aussi besoin d'espace de repos ou de silence, et qu'on peut négocier cela ensemble en s'invitant mutuellement à la responsabilité et à se reconnaître le droit d'avoir des limites. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment, parce que c'est vraiment une question pour les parents, est-ce qu'on peut vraiment avoir ça avec les enfants? Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnes suffisamment matures pour avoir une conversation sérieuse sur la manière dont on communique avec eux? On parle beaucoup en ce moment d'intelligence émotionnelle. On dit beaucoup que les enfants, on ne leur apprend pas assez, que ce soit à l'école, mais aussi dans l'éducation de manière générale, à développer leur intelligence émotionnelle. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une sorte de contrat, entre guillemets, communicationnel avec des enfants? Plus nous serons nous-mêmes comme parents à l'aise avec le fait d'exprimer ce que nous ressentons et de nous familiariser avec le fait de rejoindre l'autre avec l'empathie, plus nous allons donner un exemple inspirant et inviter l'enfant à nommer ce qui se passe en lui, à clarifier ses besoins, à faire des demandes claires plutôt qu'à bouder ou à partir en fugue. Et c'est vraiment, pour moi, la meilleure illustration, la meilleure pédagogie à avoir, que d'incarner ce que l'on voudrait vivre ensemble. Et vous demandez est-ce qu'on peut le faire avec les enfants? Pour moi, on en a absolument besoin. Nous avons besoin, comme parents, de créer ces climats-là, parce que sinon, nous allons le payer parfois cher. Je vois tellement de parents qui réalisent qu'ils perdent le contact avec les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils voudraient, ou à écouter. Eux, les parents n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils attendraient autrement que par des contraintes, des reproches, ou parfois même de la culpabilisation. Et les enfants n'arrivent pas non plus à partager, à sentir la sécurité qu'ils peuvent se poser à une table familiale en racontant exactement ce qui se passe en eux, sans être aiguillés vers une solution, orientés vers une façon d'agir plutôt qu'une autre, moralisés peut-être. Et donc, cet enjeu d'exprimer et de recevoir le message de l'autre nous demande de faire nous-mêmes comme parents des apprentissages. Et ce que je vois vraiment, c'est que les personnes qui viennent se former à ça, parfois juste 3-4 jours, vraiment, c'est une petite base, peuvent significativement transformer l'écologie relationnelle de leur couple et de leur famille, ou de leur classe quand ils sont enseignants, ou de leur équipe de travail, bien sûr, quand ils sont managers d'équipe. Et comment on fait pour, enfin vous parliez tout à l'heure d'écoute, comment on fait pour écouter les besoins d'un enfant, par exemple un enfant qui hurle dans la rue, ou je sais pas, dans un restaurant ou dans un supermarché, des choses qui arrivent de manière assez commune, et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un coup il hurle ou il agit de telle manière. Comment on fait pour vraiment se mettre à son niveau et l'écouter et rétablir ce lien communicationnel avec lui ou avec elle? Alors, sans vouloir heurter personne parmi nos auditeurs, je n'ai pas vu ces phénomènes se passer d'enfants qui hurlent dans un lieu public d'une façon très gênante pour les parents et bien sûr pour les personnes qui sont là autour, dans des familles qui ont d'emblée, dès l'enfance, créé un climat d'écoute mutuelle et d'indication des limites. Et qui ont créé ce climat de respect mutuel où on dit à l'enfant, si jamais il parle trop fort dans un train ou dans une boutique, dans un magasin, on indique à l'enfant, je comprends que tu as envie de me parler et de me passer un message, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de t'entendre. Est-ce que tu es d'accord de me le dire tout bas? Et on crée un climat d'intimité. Et les enfants, ils adorent parler à petite voix parce que ça fait mystère. Et moi, personnellement, je prends beaucoup de trains pour donner des conférences à gauche, à droite. Je vois parfois des enfants qui laissent tout faire, des parents qui laissent tout faire à leurs enfants, qui courent dans la rame du train, qui parlent à haute voix, qui jouent sur des jeux sonores. Je ne comprends pas ça.
ça. Personnellement, j'ai voyagé en train avec mes enfants et je leur indiquais, je comprends que tu as envie de chanter une histoire, une chanson, et je comprends que tu as envie de le faire à très haute voix, mais en même temps, il y a d'autres personnes, tu vois, et elles n'ont pas envie de t'entendre, elles ont envie de se reposer. Est-ce que tu es d'accord qu'on chante tout à l'heure? Et on chantera encore plus fort parce qu'on sera dans le bois. Et on crée un climat de respect où on indique des valeurs. Et c'est pas tu peux pas, ou t'as pas le droit, ou c'est pas bien. C'est on va plutôt faire comme ceci parce que c'est plus respectueux tant de toi que des autres. Et c'est pour ça que je ne vois de débordement, comme vous l'évoquez, de cris, de crise, peut-être dans les magasins, que quand on n'a pas appris à se respecter comme ça, et que par exemple l'enfant, devant tous les petits jouets qui pendouillent évidemment à côté des caisses de grands magasins, veulent les jouets, et les parents disent non, et l'enfant fait sa crise à cet endroit-là, parce qu'il n'a pas appris à gérer ses frustrations. Or, évidemment, que grandir, c'est apprendre à gérer ses frustrations. Par essence. Et je me demandais, parmi toutes les personnes qui viennent vous voir, quels sont les cas les plus fréquents que vous... Enfin, je ne sais pas s'il y a une généralité qu'on peut faire sur les cas fréquents, mais j'imagine que oui, il y a quand même des tendances que vous observez. Ben, je pense qu'on en a déjà largement parlé. Oui, on en a écumé quelques-uns, effectivement. Voilà, c'est ce quotidien dans les familles, dans les couples, dans les rapports avec les enfants, de trébucher systématiquement sur les mêmes embûches, rencontrer les mêmes irritants, et ne pas s'attabler pour les comprendre et les démanteler. Ça me surprend. Même un âne n'achoppe pas 2 fois sur la même pierre, il l'a repéré, il passe à côté la prochaine fois. Et nous, dans nos vies, c'est incroyable comme nous pouvons trébucher sur les mêmes choses sans les remettre en question. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin avec un ami, David Van Repo, qui s'appelle La paix, ça s'apprend. On a bien appris l'informatique, on apprend les langues étrangères, on apprend des sports, on apprend la conduite d'une voiture, on sait que ça prend du temps, ça demande de l'énergie et des efforts, et on s'y implique parce qu'on a envie d'avoir le bénéfice de cette nouvelle maîtrise, de cette compétence. Et curieusement, la paix, au fond, on s'en fout. On espère que ça va venir, mais on n'y travaille pas. Et c'est insensé, bien sûr, nous avons besoin de faire des apprentissages pour pacifier nos relations. Et alors, si on ne parle pas des autres, moi, il y a un point qu'on n'a pas abordé qui me semble essentiel, c'est la communication non violente avec soi-même. J'ai l'impression que parfois, les gens se jugent, enfin parfois, quasiment tout le monde, se juge très durement en réalité. Est-ce qu'il y a des méthodes ou une manière d'observer, peut-être, la communication qu'on a avec soi-même? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour moi une clé fondamentale de comment être en paix avec l'autre si je suis pas en paix avec moi, comment être empathique avec l'autre si je le suis pas avec moi, comment avoir du respect profond pour ce que la personne devant moi est, si je n'ai pas un respect profond pour la personne au-dedans de moi. Le respect va pas s'inventer s'il n'est pas pratiqué. Et donc la première part d'humanité pour laquelle nous avons besoin d'avoir du respect, de l'écoute, de l'empathie, c'est nous. Sinon, nous transportons avec nous des tensions, de l'agacement, peut-être de la rancœur ou de la culpabilité, qui inévitablement vont se manifester dans nos rapports avec les autres. Et donc, de nouveau, hygiène de conscience, je prends ma douche psychique, faire ce parallèle, comme je prends ma douche physique, pour apprendre à pacifier la relation avec moi-même. Et l'énorme bénéfice, c'est d'abord évidemment pour moi, je serai mieux quand j'aurai appris à m'aimer, à m'écouter, à comprendre ce qu'il y a derrière mes tensions, mes agacements, mais également je rendrai les relations plus faciles et plus fluides avec les autres, parce que tout ce que j'aurai découvert sur moi-même va me servir pour comprendre l'autre. Si je comprends bien mes colères, mes tristesses, mes moments de désarroi, de doute ou de ras-le-bol, eh bien j'ai des clés pour bien comprendre l'autre quand il est dans ces états de tristesse, de colère, de dépit ou de désarroi. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire que travailler sur soi c'est de l'égoïsme, du nombrilisme, tout le travail que je vais faire sur moi est offert à l'autre en discernement, en conscience, en bienveillance, en humanité. Et j'ai vraiment à cœur de nous encourager à dépasser nos croyances encore frileuses à ce propos. J'avais entendu qu'une technique intéressante, c'était de se parler à soi-même dans un miroir, comme si on était son propre ami en fait. Je ne sais pas si c'est une technique que vous recommandez ou si vous avez d'autres techniques à recommander sur comment se parler de manière bienveillante à soi-même. Il y a toutes sortes de possibilités, et bien sûr que pourquoi pas, c'est plutôt sympathique d'avoir un premier compagnonnage comme ça avec cet être que nous sommes et qu'on peut tutoyer dans la glace. Pourquoi pas, chacun peut trouver sa façon de s'installer avec soi-même, et c'est ce premier lien qui est essentiel. Si vous voulez, vous sentez de l'amitié pour une personne que vous croisez au travail ou dans une réunion, etc., vous n'allez pas la connaître par hasard. Vous allez vous approcher d'elle, vous allez commencer à bavarder, vous allez peut-être proposer qu'on prenne un café, peut-être aller faire une petite marche, enfin
Bon, vous allez créer du lien pour petit à petit vous rapprocher de ces personnes et entrer dans une relation de plus en plus fine. C'est la même chose pour soi. Nous avons besoin de créer du lien, donc de nous attabler avec nous, de prendre un café ou un thé avec nous-mêmes, d'aller nous promener avec nous-mêmes pour petit à petit rencontrer cette personne que nous sommes. Et ce qui me frappe, vous me demandez ce qui me frappe, c'est de voir combien encore des gens ont peur d'entrer en eux-mêmes, comme si tout d'un coup ils allaient ouvrir une espèce de trappe, boîte de Pandore, avec une boîte de Pandore, avec toutes sortes de monstres horribles. Or, je ne pourrais jamais le dire assez, ce qu'ils vont découvrir est une belle et bonne personne, derrière parfois des couches de honte, de culpabilité ou de regret, de choses qu'on n'a pas fait comme on aurait voulu, ou qu'on a fait vraiment complètement de travers. Et bon, voilà, ça fait partie de notre humanité. Mais lorsque nous aurons traversé ces couches qui nous font peur, nous allons découvrir une personne qui veut du bien pour elle, qui veut du bien pour les autres, qui veut que la vie soit belle et bonne, et qui a envie d'y contribuer de tout son être, et qui donc a besoin de se décharger de ce poids de culpabilité, de regret, qui ne sert strictement à rien qu'à nous empêcher de vivre. Et vous n'avez pas l'association que justement les réseaux sociaux, en particulier je pense à Instagram, mais ça pourrait être Facebook ou autre, détruisent ces liens, alors ce lien à soi d'abord, et d'image qu'on a de soi-même, mais aussi ce lien aux autres quelque part, parce qu'il y a une illusion du lien à travers les réseaux sociaux, mais qui n'est pas réelle. C'est bien sûr un énorme risque. C'est comme tout outil, on peut l'utiliser bénéfiquement ou maléfiquement. Et c'est clair que c'est précieux d'avoir l'attention attirée. Est-ce que dans cet exercice de ces outils qui peut m'apporter de la connaissance, de l'information ou de contact, est-ce que je me rencontre ou est-ce que je me fuis? Et dans beaucoup d'enjeux, nous pouvons faire ça. Est-ce que là, je suis en train de rencontrer la personne unique que je suis, ou est-ce que je reste en surface de moi-même, en me fuyant finalement et en essayant d'obtenir une sorte d'ersatz d'appartenance par l'extérieur? Beaucoup d'études indiquent un risque vraiment croissant d'addiction aux écrans, où je peux pas vivre sans cliquer, je sais pas combien de fois par minute. On atteint ces dernières années des records de clics et d'incapacité à laisser les écrans de côté pendant quelques heures, et a fortiori une journée. Or, si je peux plus vivre sans ça pendant une journée, c'est vraiment que je suis accro au regard de l'autre. Et aussi à l'extérieur de moi, quelque part. Enfin, je ne suis pas connecté avec moi-même quand je suis aussi accro à l'extérieur. C'est ça, je suis hors de moi. Et je me déshumanise au fond, je me chosifie, je vis comme une sorte de machine. Nous avons vraiment besoin de retrouver le goût d'être avec soi, le goût d'être en silence, le goût de ressentir profondément l'intensité de la vie, la beauté de la vie. Sinon, ça nous amène tôt ou tard à des comportements de dépression ou de cynisme, parfois même d'agressivité. Je pense que les gens qui commettent des actes extrêmement agressifs sont des gens qui n'ont pas réussi à trouver un espace de bien-être à l'intérieur et qui exorcisent ça par une espèce de recherche souvent tragique d'intensité à l'extérieur. Comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. J'aurais plutôt tendance à vouloir l'ouvrir. Je préfère travailler à la vie que je rêve que nous ayons que lutter contre la vie que je ne veux plus que nous ayons. C'est ce à quoi j'aimerais ouvrir la porte, c'est à l'éducation large, à l'intelligence émotionnelle, à la connaissance de soi, ces enjeux-là. Je souhaiterais qu'ils fassent partie de l'enseignement depuis la maternelle, que chaque enfant qui va à l'école ait l'occasion d'apprendre à se connaître, à se rencontrer, à savoir qui il est, à développer une bonne estime de soi, à savoir ce qui le met en joie, ce qui l'enchante, à bien connaître ses talents, à ce qui le met dans une belle expansion de lui, mais également à connaître ses peines, ses tristesses, ce qui le rend seul ou qui le met en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère et sa frustration aux autres. Et nous voyons bien de nouveau cet enjeu citoyen de ce travail de connaissance de soi dont j'aimerais tellement qu'il puisse être reconnu comme étant bien au-delà aujourd'hui du développement dit personnel, mais comme étant un enjeu du développement social durable. Et pour ça, nous avons besoin de nous ouvrir à cette idée qu'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. Il n'est pas passif dans son coin à attendre que ça se passe en fumant un pétard. Il est activement pacifiant par sa dégaine à travers la vie, sa bienveillance, son ouverture, son alignement sur son axe, sa détermination, sa capacité à mettre des limites, mais en même temps sa grande bienveillance pour créer du nous. Voilà ce que je souhaite
la porte que vous Super, souhaitez ouvrir. c'est un très beau message. Et peut-être inviter toutes les personnes qui auront l'occasion de nous écouter à aller frapper aux portes des directeurs d'école, des enseignants, mais aussi des associations ou même dans des entreprises en disant nous avons besoin de clés de connaissance de soi, un petit local, un petit cours, un petit budget, apprenons 2 heures par semaine à savoir qui nous sommes et à gérer nos émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'hygiène et je pense que ça pourrait s'instaurer facilement dans toutes nos structures. Voilà, Très bien. mon vœu. Parfait, c'est entendu. Merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir, merci pour votre accueil. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.